Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Jacques Miard aussi de son remarquable exposé. Je pense que compte tenu de tous les thèmes que nous avons déjà abordés, il me paraît important de rappeler ce que j'appellerais peut-être des postulats géopolitiques. Le premier, c'est qu'évidemment, la géopolitique ne peut regarder le droit international qu'avec un certain sens critique. En effet, si on lit la charte de l'ONU, on aura du mal à trouver un État qui l'ait toujours respecté. Si l'on considère simplement la France, c'est un pays qui peut difficilement quand même donner des leçons en la matière, puisque c'est un pays qui ne respecte pas un certain nombre de décisions du droit international. Elle a peut-être raison, elle a peut-être tort, ça c'est autre chose, mais je suis obligé de le constater. Le deuxième postulat que je voudrais rappeler, surtout sur ce sujet extrêmement délicat que nous traitons cet après-midi, c'est que la géopolitique, ce n'est pas un narratif de western. Les westerns, c'est simple, il y a les bons, il y a les méchants. Et on y voit clairement, et on souhaite qu'à la fin, les bons tuent les méchants. Bon, en géopolitique, il n'y a pas de bons et il y a de méchants. Il y a des acteurs géopolitiques qui chacun défend ses intérêts avec des moyens que l'on peut trouver plus ou moins moraux ou immoraux. Et donc la géopolitique, ça va consister à étudier les rapports de force et les représentations et pas à décliner ce qu'il en est de la façon de désigner de façon objective les bons et les méchants. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'abord de savoir quelle est la situation géopolitique au Proche-Orient depuis le 7 octobre. C'est la première question, c'est-à-dire un diagnostic. Bon, mon diagnostic, vous pourrez bien entendu le discuter, mais je vais vous en proposer un. Et compte tenu de ce diagnostic, dans une seconde partie, je vous proposerai quelques scénarios géopolitiques pour le futur, compte tenu des analyses que l'on peut conduire. Premier élément, effectivement, le diagnostic. Quel est-il? Il est, me semble-t-il, que le 7 octobre est marqué par 13 novations. C'est-à-dire que nous avons, effectivement, depuis le 7 octobre, des changements géopolitiques tellement importants que l'on peut parler de novation. En effet, et j'essaierai plus ou moins de vous citer ces 13 novations de façon chronologique. Bon, la première, c'est un État d'Israël qui n'a pas été capable d'assurer la sécurité de sa propre population. Alors que dans les conflits antérieurs, il y était parvenu, même s'il n'avait pas pu toujours empêcher un certain nombre de morts lors d'attaques de terroristes ou lors d'attaques par roquette. Mais enfin, là, très nettement, il n'a pas assuré la sécurité sur son territoire. C'était la première fois. Deuxième élément, le fait qu'ont été massacrées environ 1200 personnes. Et effectivement, là, on a un massacre qui est inédit dans l'histoire de la population juive depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le résultat de toute une évolution qui date de plusieurs décennies. La troisième novation me semble dans l'importance de la prise d'otages, environ 240 personnes. Là aussi, au Proche-Orient, nous avons eu des prises d'otages au cours de l'histoire, mais en général, c'était un journaliste, deux journalistes, un chercheur, mais jamais un nombre aussi élevé de prises d'otages d'une seule fois. Quatrième élément, ce qui est effectivement aussi une innovation, c'est que l'on a constaté depuis le 7 octobre, j'insiste sur ce point-là, depuis le 7 octobre, à la montée d'un antisémitisme. J'insiste puisque la montée de l'antisémitisme est antérieure à la riposte décidée par Israël, dont on va parler ensuite. Et effectivement, c'est inédit au XXIe siècle, comme on a pu le constater à travers des déclarations, des peintures, des arrachages de photos, etc. Le cinquième élément,
c'est le fait qu'Israël a décidé, dans sa réponse militaire, de mener une guerre totale à Gaza. Alors effectivement, ce n'est pas la première guerre de Gaza, il y en a eu de précédentes, mais les précédentes guerres à Gaza n'étaient pas des guerres totales vis-à-vis du territoire gazaoui. Là, ce n'est pas le cas, il s'agit bien d'une guerre totale qui est annoncée, qui est déclarée, et comme toujours, il faut faire attention à ce que les gens disent ou à la façon dont ils agissent. Ils disent ce qu'ils font en général et ils agissent pour montrer quel est leur point de vue. Donc c'est vrai qu'Israël a pu temporairement affaiblir le Hamas dans ses guerres précédentes. Là, son intention est très nette, il s'agit d'une guerre totale. Bon, cette guerre totale se traduit, et les innovations précédentes, se traduit par un autre élément tout à fait novateur, c'est l'existence de réfugiés dans les deux camps. C'est-à-dire, bien entendu, nous pensons évidemment à ce que j'appellerais les réfugiés de Gaza, c'est-à-dire des personnes qui habitaient à Gaza et qui ont été obligées de quitter ou la ville de Gaza, par exemple, pour une autre partie du territoire de Gaza. Mais nous avons à peu près 300 000 réfugiés en Israël, c'est-à-dire à la fois des Israéliens. Alors quand je dis Israéliens, ça couvre à la fois les Juifs et les Arabes, hein, c'est ceux qui ont la nationalité israélienne. Environ 150 000 Israéliens du sud d'Israël qui ont quitté le site d'Israël, qui n'était plus une zone en sécurité, et environ 150 000 Israéliens du nord d'Israël, donc ça, la partie où il y a des combats entre le Hezbollah et Israël, qui aujourd'hui, en gros, vivent dans des hôtels dans le centre d'Israël. Donc là aussi, c'est un sixième phénomène novateur très important. Le septième concerne ce qui s'est passé à partir du Yémen. Et donc, effectivement, avec des tirs, des Houthis, je dois à cet égard vous relater une anecdote personnelle. Il se trouve qu'au mois de novembre, je me suis retrouvé à Oman, et une de mes nuits à Oman, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Pourquoi je n'ai pas pu dormir de la nuit? Tout simplement parce que j'avais sans arrêt des avions qui volaient au-dessus de ma tête et qui se dirigeaient vers le sud. Tout se passait comme si ces avions venaient de l'Iran et se dirigeaient vers le Yémen, probablement pour livrer du matériel, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'à 3 heures du matin, il y ait autant d'avions qui circulent à 4 heures, etc. Donc effectivement, mon anecdote, si vous voulez, éclaire ce que chacun sait, c'est-à-dire le fait que nous avons eu des tirs de Houthis. Autre innovation, c'est bien sûr l'attaque directe de l'Iran sur Israël. Soyons clairs à cet égard, il s'agit bien pour la première fois qu'un pays non arabe du Moyen-Orient, puisqu'il faut que je sois plus précis, et je vous remercie de me le rappeler, a attaqué Israël dans les conditions que chacun connaît, en envoyant à peu près 300 drones et missiles. Donc là, ce n'était jamais arrivé. Et c'est évidemment assez étonnant d'ailleurs de noter que la riposte israélienne à cette attaque de l'Iran s'est effectuée le jour de l'anniversaire du Guide suprême. Je ne sais pas, la date n'a peut-être pas été choisie au hasard. Autre innovation, c'est l'attitude de certains pays arabes. Il faut constater en effet qu'au moins 2 pays arabes peuvent considérer que ce qui se passe depuis le 9 octobre a plus d'inconvénients que d'avantages pour eux. C'est absolument évident pour l'Égypte, qui a vu les revenus du canal de Suez s'effondrer en raison du conflit, qui a vu ses revenus de tourisme s'effondrer également. Et c'est probablement le cas aussi de l'Arabie saoudite, puisque, comme vous le savez, l'Arabie saoudite avait entrepris une diversification importante de son économie, et notamment de développer son attractivité touristique. Et comment
parvenir à une telle transition économique si la région est trop embrasée. Et donc, ce choc du 9 octobre a eu des conséquences plus fréquentes, je dirais, sur la Jordanie, puisque là aussi, la baisse du tourisme a été très nette, mais malheureusement, la Jordanie était un peu habituée à ça, puisque, comme disent les agences de tourisme, à chaque fois qu'il y a eu des violences importantes dans la région du Proche-Orient, et notamment des violences importantes en Cisjordanie, des touristes français annulaient leurs vacances en Jordanie parce qu'ils ne voyaient pas la différence, vue de France, entre la Cisjordanie et l'ex-Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie. Bon, donc là aussi, la Jordanie, évidemment, a souffert, mais malheureusement, ça lui est arrivé dans des périodes précédentes. Donc le problème, c'est que nous avions une guerre, comme je le disais tout à l'heure, qui était israélo-arabe, qui s'est quand même étendue, je parle par les moyens militaires développés, dans un contexte quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'on voit bien que la situation des pays arabes est parfois un peu complexe, puisque si je considère les 3 pays qui avaient signé les accords d'Abraham en 2020, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, aucun n'a dénoncé les accords d'Abraham. Donc ça conduit à réfléchir sur l'attitude des régimes arabes par rapport aux événements depuis le nouveau conflit. Enfin, j'ajouterai quelques éléments concernant une autre innovation que chacun a constatée, c'est-à-dire une mobilisation sans précédent dans les universités occidentales, comme si ce conflit, qui en fait localisé, était un abcès de fixation des tensions planétaires du XXIe siècle. Et donc là, la fermeture d'un certain nombre d'universités, certaines violences aux universités, c'est quelque chose qui n'avait été pas constaté à ce point toutes ces dernières années, notamment lors des précédents conflits dans la région. Je terminerai sur 3 autres novations. D'abord, concernant l'administration des Nations Unies, moi, il me semble que la situation des Nations Unies est quand même assez différente de ce qu'elle avait été précédemment, dans la mesure où il y a ce que j'appellerais un double isolement. D'abord un isolement des Nations Unies, et nous l'avons bien vu lors des votes au Conseil de sécurité où les États-Unis ont dû s'abstenir seuls ou voter contre seuls, donc ce qui prouverait bien leur isolement. Et puis un certain isolement de l'administration Biden dans cette période préélectorale qui se sent effectivement en difficulté par rapport aux soucis de réélection de cette administration. On l'a bien vu notamment dans le Michigan avec l'importance des votes qui auraient dû être favorables à Biden et qui ont préféré s'abstenir lors des élections primaires. L'autre innovation concerne la Russie. Il faut toujours rappeler que la Russie, traditionnellement, a quand même été, au cours de l'histoire, un pays très favorable à Israël. Je vous rappelle que c'est en 1948 le premier pays qui a reconnu Israël. Et effectivement, la proximité entre Moscou et Israël a été, je dirais, largement constante. Monsieur Poutine et Monsieur Netanyahou se connaissent très très bien et ont souvent eu des sourires ensemble. Or là, clairement, la Russie a considéré que ce conflit lui était pas désagréable, disons, dans la mesure où il permettait que l'on parle moins du conflit en Ukraine, sans doute, et donc que la médiatisation du conflit du Proche-Orient était peut-être un avantage pour elle. Et donc on voit que la Russie s'est montrée beaucoup moins pro-israélienne que dans des périodes passées. Alors quant au ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire les autres pays du Sud, clairement là aussi on sent un certain nombre de difficultés parce qu'en même temps on voit le réveil de formes d'anticolonialisme,
En même temps, il y a des pays du Sud qui considèrent que les relations avec Israël peuvent être intéressantes compte tenu du niveau économique et technologique de ce pays. Et donc finalement, on a des réactions extrêmement contrastées qu'il est impossible de synthétiser. C'est-à-dire qu'il faut examiner pays par pays quelles sont la position des dirigeants face à cette évolution. Donc on va constater parfois des positions très anti-israéliennes, parfois pro-israéliennes, plus ou moins affichées. Donc ce diagnostic de ces novations tire le fait que nous soyons dans une situation, à mon avis, fondamentalement nouvelle, doit nous conduire, dans une seconde partie, à vous proposer quelques éléments prospectifs et donc à quelques scénarios. Bon, le premier scénario, c'est celui dont tout le monde parle. Le pape, les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite, et c'est évidemment la solution à deux États. On peut se demander si ce n'est pas seulement un slogan, puisque la solution à deux États, c'est quand même une décision qui a été prise par l'ONU en 1947, et donc en 75 ans, on n'a pas toujours réussi à la mettre en place. En plus, pour qu'elle soit mise en place, il y a à la fois besoin de conditions nécessaires et de conditions suffisantes. Les conditions nécessaires, c'est d'abord que les Palestiniens veuillent un État unitaire. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il en est compte tenu des divisions qui existent. Je n'ai pas besoin ici de rappeler les relations pas toujours cordiales entre le Fatah et le Hamas qui rendent difficile effectivement l'unité du mouvement palestinien, sans parler d'autres mouvements. Concernant Israël, la situation est effectivement devenue de plus en plus difficile pour ceux qui auraient souhaité une situation à deux États, dans la mesure où le poids électoral des ultra-orthodoxes qui refusent cette situation, cette évolution à deux États, ne fait que s'accroître. Je vous renvoie à mon étude sur les différentiels au sein de fécondité au sein de la population d'Israël, qui met en évidence effectivement un basculement en défaveur d'une paix souhaitable avec les Palestiniens. Au plan de la communauté internationale, les choses là aussi se sont quand même compliquées dans la mesure où celle-ci est dans une situation où elle a beaucoup plus de mal à trouver un trait d'union. Et ce trait d'union s'est complexifié dans la mesure où un acteur supplémentaire a pris de l'importance. Il s'agit de l'Iran, puisqu'à travers l'action militaire qu'elle a menée, elle a bien fait comprendre qu'elle considère qu'elle doit être partie aux évolutions géopolitiques du Proche-Orient et qu'on n'est plus simplement dans un conflit israélo-arabe, mais qu'elle se sent concernée. Et puis, bien entendu, il y a la question des pays arabes qui, là aussi, ne sont pas dans la même situation. La Syrie n'a pas du tout la même position sur le dossier que les Émirats arabes unis, pour ne prendre que cet exemple. Et nous sommes toujours dans un contexte de guerre migratoire ou de guerre démographique sur laquelle je reviendrai. Donc cette solution entre deux États, peut-être que dans un monde idéal, elle est parfaite. Dans le monde actuel, elle peut exister sur le papier, mais est-ce qu'elle peut exister sur le terrain? Ça, c'est une autre question que l'on peut se poser et qui suppose une véritable réconciliation des différentes parties. Deuxième perspective possible, une guerre différente des 10 guerres précédentes qui se sont déroulées depuis 1948, c'est-à-dire en fait une guerre longue. Ce qui s'est passé depuis 1948, ce sont des guerres entrecoupées de périodes de paix. Bon. Le risque aujourd'hui, selon ce deuxième scénario que je vous propose, c'est une guerre qui durerait
et c'est une guerre qui serait toutefois limitée au Moyen-Orient. Alors pourquoi cette guerre serait-elle susceptible de durer? D'abord parce que Israël a des objectifs qu'il ne peut pas atteindre, ça vient d'ailleurs d'être prouvé, ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Ces objectifs, quels sont-ils? Si on essaie de les décrypter, d'écouter ce que disent les dirigeants israéliens, c'est clairement, dans leur point de vue, d'améliorer leur profondeur stratégique. Donc ils veulent neutraliser militairement Gaza, ils veulent neutraliser militairement la Cisjordanie, ils veulent neutraliser militairement le sud Liban pour que, effectivement, le Hezbollah soit au nord de la rivière Litanie. Ce ne sont pas des objectifs qui peuvent être atteints en peu de temps et qui supposent éventuellement une guerre longue qui suppose aussi des attaques dans d'autres pays comme en Syrie, comme on l'avait vu, comme nous l'avons vu récemment. Alors bien sûr, certains pourraient dire, mais Israël peut être contraint d'abandonner ses objectifs s'il n'a plus les moyens militaires de ses objectifs. Bon, l'histoire des guerres prouve que quand on a envie de faire la guerre, on arrive toujours à trouver des marchands d'armes susceptibles de vous apporter des moyens. Donc je suis assez sceptique sur cette idée qu'une sorte de prohibition décidée internationalement des armes à livrer Israël ait des effets aussi importants que ce que l'on pourrait penser. Deuxièmement, concernant le Hamas et le Hezbollah, je sais bien qu'il y a tout le problème de savoir, d'interpréter quel est l'objectif, et nous en avons parlé tout à l'heure. La question qui se pose, deux questions qui se posent, c'est que premièrement, le Hamas peut-il vaincre Israël? Deuxièmement, le Hezbollah peut-il vaincre Israël? Et la réponse est complexe. C'est-à-dire que là aussi, si le Hamas a pour objectif de vaincre militairement Israël, qu'on le veuille ou non, c'est une affaire qui durera longtemps. Et si le Hezbollah veut vaincre Israël à partir du Liban, c'est aussi une affaire qui durera longtemps. Donc cela signifie que cette prospective géopolitique se traduirait donc par ce que j'appelle une guerre longue, d'autant plus que d'autres acteurs effectivement interfèrent, comme l'Iran, qui pourrait être partisan d'une guerre longue, dans la mesure où l'objectif premier, si j'ai bien compris ce que dit le régime iranien, c'est quand même d'arriver à avoir l'arme nucléaire. Et avoir l'arme nucléaire, ça suppose qu'aucun pays ne l'empêche de l'avoir. Or, il faut se rappeler que le seul pays qui a à un moment essayé d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, c'est justement Israël qui a bombardé certains équipements en Iran. Et en Irak également. La troisième prospective, c'est une prospective où s'élargirait ce que nous avons vu dans le deuxième scénario, c'est-à-dire en fait une guerre qui s'élargirait à plusieurs continents, c'est-à-dire des difficultés accrues dans les rapports entre les nations qui se traduiraient par un conflit beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire que alors qu'en général les commentateurs considèrent que tant l'Iran que Israël, certes, se sont envoyés des moyens militaires, mais ont essayé quand même de le faire avec une relative douceur, imaginez une situation où ces deux pays le feraient avec une violence accrue, et cette violence accrue aurait pour conséquence des interventions militaires venant d'autres pays étrangers, qu'il s'agisse de la Russie, des États-Unis ou de bien d'autres, et une implication d'autres pays dans la région, voire une guerre qui opposerait les pays séparés par le Golfe Persique.
Donc une sorte de guerre sans fin dont personne d'ailleurs ne serait capable de prévoir l'issue. Face à toutes ces situations, c'est-à-dire à ces deux prospectives géopolitiques qui signifient la guerre, il faut essayer quand même d'imaginer une autre solution, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'utopie, c'est-à-dire que l'avenir géopolitique de cette région, c'est la guerre ou l'utopie. C'est-à-dire que soit cette 11e guerre se termine, mais se termine sans paix, et donc nous aurons droit à une 12e guerre un de ces jours, soit cette 11e guerre se prolonge pendant des années, autre hypothèse, et pour que ce soit ni l'un ni l'autre, il faut une solution utopique pour résoudre la solution, et donc une cohabitation inévitable, c'est-à-dire que les Juifs acceptent de cohabiter avec des Arabes et que les Arabes acceptent de cohabiter avec des Juifs. Donc dans ce scénario utopique, eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, un État unitaire qui aille du Jourdain à la Méditerranée, qui pourrait se formuler de la façon suivante. Par exemple, l'ensemble des populations de ce territoire auraient les mêmes droits. Par exemple, les Arabes de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza diraient, eh bien, nous voulons exactement le même droit que les Israéliens arabes, et donc se retrouver électeurs d'un État unitaire dont les relations démographiques actuelles seraient assez équilibrées d'ailleurs, puisque grosso modo, entre le Jourdain et la mer, nous avons 7,5 millions de Juifs et 7,5 millions d'Arabes. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur compte tenu du résultat des guerres démographiques et migratoires des dernières années. Donc vous voyez que cette solution utopique est peut-être intéressante à réfléchir dans la mesure où on peut penser que la solution à deux États est plus un slogan que quelque chose qui soit susceptible de concrétiser une paix dans la région. Donc en conclusion, eh bien, nous sommes bien obligés de constater que les représentations géopolitiques du conflit sont très antagonistes. Ils sont très antagonistes, certes, localement, c'est-à-dire au Proche-Orient, mais ils sont très antagonistes à toutes les échelles géographiques, à l'échelle du Moyen-Orient, à l'échelle de l'ensemble des pays membres de l'ONU, et donc en fait à l'échelle du monde. Et donc c'est dans ce contexte de terrible antagonisme qu'il faut réfléchir à des solutions utopiques, sinon on est certain que la guerre se prolongera, même si il y aura peut-être parfois des périodes très temporaires de paix. Merci de votre attention.